La lumière a des brutalités sensuelles, mais elle a aussi sa rêverie. Le passionnant soleil reculant dans les profondeurs devient une étoile. Ardemment naturaliste et lumineusement mystique, voilà le génie profond de notre race et de notre Midi. Cette envolée poétique et lyrique n'est pas l'œuvre d'un illustre auteur régionaliste. On la doit à un politique. Et pas n'importe lequel, Jean Jaurès. Fondateur du Parti socialiste au début du XXe siècle, ce chantre de la gauche républicaine française est resté célèbre pour son art inégalé de l'éloquence. Aucun de ses discours n'a jamais été enregistré, mais on continue de compiler ces textes et de s'y référer pour leur génie capable d'emporter les foules sans jamais sombrer dans la démagogie. Ces textes ont une valeur littéraire qui leur donne une épaisseur humaine encore plus forte. On voit son sens de la métaphore qui est là. Il compare les difficultés à des buissons épineux. Il utilise c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. C'est pas beau, ça. C'est vraiment des métaphores. Qui est capable aujourd'hui, dans le monde politique, d'utiliser des images magnifiques comme ça? Une langue chaleureuse comme ce Midi l'ayant vu naître, et dont la force de conviction devait s'enraciner dans cette terre aux identités multiples. Façonnée par des mineurs paysans, des propriétaires solidaires et des républicains amoureux de l'Occitan. L'histoire commence tout près de Castres, à 2 pas de la propriété familiale. Un chapelet de collines lumineuses, un pays de plaisirs simples, le jeune Jaurès le parcourt chaque jour sur le chemin de l'école. C'est un paysage tout à fait typique de la région. Quelquefois, quand le temps le permet, on peut distinguer la chaîne des Pyrénées. Moi, je me régale toujours de lire les textes de Jaurès, quels qu'ils soient, qu'ils décrivent effectivement le coucher de soleil, les parents Jaurès et lui-même devant la porte de leur maison. On entend les grillons et Jaurès nous dit que les grillons, eux aussi, sortent de leur trou pour prendre le frais devant leur porte. Ce terroir qu'il célèbre, c'est la Fédiale, la ferme de la famille. Des petits bourgeois terriens éclairés qui valorisent autant le savoir que le travail au champ. Le travail agricole, il le connaît, il l'a vu, et chaque fois qu'il passe quelque part, il se renseigne sur les méthodes et sur les problèmes des agriculteurs. Dans la petite propriété de ses parents, il a participé aux travaux, il a gardé les vaches, il a tracé quelques sillons, il a bêché. Me voilà donc agriculteur. Il sortira de moi quelque chose. Blé, avoine ou maïs. J'aimerais mieux que ce fût du blé. Je serais un des nourriciers de l'espèce humaine. Son goût des grands auteurs le pousse pourtant très tôt à se passionner pour la langue française. À 11 ans, il esquisse ses premiers discours dans ce pays où l'invective est reine, mais dont il rejettera pourtant la gestuelle. Jaurès se distingue, part pour Paris, fort d'une bourse au mérite, étudier la philosophie, et revient chaque été dans ce pays de vallons, embrassant le ciel. Ils nourriront plus tard une métaphysique toute personnelle. Allez, laissez faire l'univers. Il a de la joie pour tous. Il est socialiste à sa manière. Langage harmonieux, logique impeccable du philosophe, les ferments du futur tribun. C'est pourtant vers l'enseignement que Jaurès se dirige d'abord. Il exerce dans plusieurs lycées de la région. Des cités de ce département autrefois rural, comme Castres, qui s'industrialisent et deviennent le théâtre de nouveaux combats sociaux. Comme le montre le paysage derrière moi, c'était une ville industrielle. Les maisons étaient des maisons de tanneurs qui traitaient le cuir. Mais un peu plus loin, sur la rivière de la Goutte, il y avait aussi 2 très grandes filatures. Et donc là, il y avait une classe ouvrière textile importante que Jaurès a connue et qui l'a inspiré et dont il a été profondément marqué.
La logique pousse le jeune philosophe à s'attaquer aux problèmes à la racine. La définition du radicalisme, ce courant de la gauche de l'époque qu'on perçoit dans ses premiers écrits, quand il se fait journaliste et commence à écrire pour un titre qu'il n'abandonnera plus, La Dépêche de Toulouse. Voyez ces millions d'ouvriers. Ils travaillent dans des usines, dans des ateliers. Et ils n'ont aucun droit. Ils peuvent en être chassés demain. Ils n'ont aucun droit non plus sur la machine qu'ils servent. Aucune part de propriété dans l'immense outillage que l'humanité s'est créé pièce à pièce. Ils sont presque des étrangers dans la civilisation humaine. Le contact avec les réalités sociales, ça c'est extrêmement important. Il a bien vu que les petits paysans étaient exploités. Il a bien vu que les ouvriers avaient des conditions de vie très mauvaises. Et c'est cela qui l'a amené à chercher des solutions. Castres, c'est la première marche de cette avancée vers le socialisme. Ce fond idéologique, cet imparable raisonnement emportant l'adhésion, c'est plus au nord du département que Jaurès va l'acquérir. Après une première expérience politique comme député républicain radical, une défaite électorale l'oblige en 1889 à revenir à l'enseignement et l'écriture. La question sociale dans son département se rappelle pourtant bientôt brutalement à lui. Celle de Carmaux, connu pour ses mines de charbon. Un ogre abîmant les vies des jeunes gens y travaillant. Il va voir quelle est la distorsion avec l'autre jeunesse, celle qui peut faire des études. Et bien évidemment, il va penser à tous ces petits-enfants qui travaillent à la mine, qui, eux, ne bénéficieront pas de tous ces bienfaits de l'enseignement et de la connaissance. Fait révoltant pour le républicain qu'il est, la mine et les terres alentours appartiennent à une seule et même famille, issue de la noblesse française. Carmaux est une entreprise qui recrute beaucoup. Les conditions de travail sont tellement difficiles, même à l'époque, ça attire très peu les ouvriers. L'ouvrier agricole, il a l'habitude de la dureté de la terre, de la dureté des conditions de travail. Pour lui, travailler l'hiver à couper du bois ou être au fond de la mine à préparer du bois pour les galeries, finalement, c'est pareil. À l'hiver 1892, la grève éclate, violente, soudaine. L'embrasement d'années de mépris et d'injustice, mais dont émergent pourtant déjà des solutions. Déjà, à l'époque, ils discutent de la caisse de secours mutuel. C'est-à-dire que les ouvriers mineurs veulent gérer eux-mêmes ce qui va être l'assurance sociale, la retraite, les ayants droit qui vont toucher un quart de la pension du mineur décédé. C'est un laboratoire social. Jaurès les aborde de manière très humble. Il discute avec eux et il les écoute beaucoup. Et cette empathie va servir justement aux deux, aux mineurs et à Jaurès, à comprendre les situations et à améliorer leurs relations. Pour Jaurès, le médiateur, le chemin est étroit. Il lui faut naviguer entre un patronat intransigeant et un monde ouvrier tenté par la violence révolutionnaire. Pour éviter tout bain de sang, chaque prise de parole parie toujours sur l'intelligence de l'interlocuteur et le pouvoir des mots bien choisis. On le voit dans la qualité de ses phrases. Ce sont des phrases qui parlent à tout le monde. Lorsqu'il prend la parole devant les mineurs, et plusieurs fois à la chambre syndicale, il y a un silence parce qu'ils sortent de là transfigurés, les mineurs. Quelqu'un qui est un grand intellectuel leur parle avec des mots qu'ils comprennent et ils élèvent leur conscience sociale, mais en même temps ils élèvent leur conscience d'homme tout court. J'avais le sentiment profond et le dégoût des iniquités sociales actuelles. Et le remède m'était apparu dans l'organisation collectiviste. J'ai laissé passer peu à peu dans mes votes, dans ce que je disais, dans ce que j'écrivais, une infiltration des idées socialistes qui emplissait mon esprit. À Carmaux, les ouvriers mineurs et les verriers, on va dire qu'ils ont accompli leur chemin vers le socialisme. Jaurès a une progression dans sa pensée et on le voit par ses écrits. Et là, il va faire ce choix et il va devenir la bête noire de tout le milieu tarnais et évidemment de la circonscription. Avant de participer à la fondation du Parti socialiste en 1905, Jaurès met son éloquence au service des combats de son temps.
Loi de séparation de l'Église et de l'État, engagement humaniste en faveur du capitaine Dreyfus, lutte pour la paix. Jusqu'à son assassinat par un nationaliste en 1914, il ne délaisse jamais cette terre qui défend farouchement son attachement au collectif. Comme lorsque les vignerons du Midi, à l'image de ceux de Gaillac, s'unissent pour assurer à chaque propriétaire vigneron des revenus décents. Il a assisté à la fondation de la coopérative de Gaillac. Il a observé que les vignerons n'avaient pas peur de contester auprès du gouvernement central, que les vignerons étaient très attachés à la République, comme lui, puisque pour lui, le socialisme doit découler de la République. Je crois que c'est ça la différence entre d'autres régions républicaines qui sont assez indifférents au système économique et le Midi qui a toujours réfléchi aux débouchés des produits qu'il produisait, que ce soit des produits industriels ou des produits agricoles. Dans une vigne, des raisins boudeurs et fous dirent qu'ils voulaient rester sur la souche, qu'ils refusaient d'aller avec ceux de leurs frères qui se laissaient cueillir. Leur désir fut accompli, et qu'arriva-t-il? C'est qu'ils pourrirent sur le cep, tandis que les autres allèrent à la cuve où ils firent le bon vin, qui réjouit les cœurs. Paysans, ne restez pas isolés. Unissez vos volontés, et dans la cuve de la République, préparez le vin de la Révolution sociale. Dans les villages du Midi, beaucoup de choses étaient gérées collectivement. C'est une pratique démocratique qui l'a inspiré, parce que toujours, il fait référence aux pouvoirs locaux et aux militants de base. Et Jaurès, un homme du Midi, est un enfant de la terre, du terroir. Il ne faut jamais l'oublier. Là, sans doute, réside la raison d'un des engagements les plus méconnus de Jaurès, le républicain, sa défense des langues régionales, source de richesses infinies selon lui. Il est un homme du Midi, je crois, par son sentiment d'appartenance, qui était très fort chez lui. Il a apprécié la convivialité des villages et des villes aussi. Et il pratiquait couramment la langue d'oc. Grâce à l'occitan, il était capable de lire Camões et Cervantes. C'était un précurseur sur beaucoup de plans. Et il donnait l'exemple en parlant lui-même occitan dans les réunions publiques et en prenant la parole avec un grand plaisir. Mi sembra che se vous parli del nostro bel patois, avrei meno di fatica, sarà come se versavo un busì d'aigua fresco del biaur di magaggio brûlento. Il me semble que si je vous parle dans notre beau patois, j'aurai moins de fatigue et ce sera comme si on me versait un peu d'eau fraîche, du vior, dans ma gorge brûlante. C'est pas beau, ça, quand même. Jaurès.